Bonsoir à vous. Vous êtes partout à travers le monde pour suivre Grand Soir avec une diversité d'opinions. Nous recevons tout le monde ici. Aujourd'hui, on va parler de la conférence, la 9e conférence de gouverneurs qui s'organise à Mbandaka, chef-lieu de la province d'Équateur. On parlera aussi de la levée de l'embargo 28 ans après. La RDC bénéficie de la levée de l'embargo. Cet embargo, historiquement, a été institué en 1994. Mais l'embargo vient d'être élevé en 2022 et c'est grâce à Félix-Antoine Tshisekedi. On parlera aussi de la diplomatie agissante, vantée par les membres de l'Union sacrée, et puis le congrès qui s'organise à Lubumbashi, où Moïse Katumbi est choisi candidat président de la République pour les échéances de 2023 dans le cadre d'Ensemble pour le changement comme plateforme et Ensemble pour la République comme parti politique où il est président de son propre parti. Mais avant de vous présenter l'invité avec qui je suis sur ce plateau, je vous laisse suivre les grandes lignes d'actualité avec Ingrid Kitalungo Emmanuela. Bonsoir. Bonsoir Désiré Wimboloa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Temple de la démocratie, la 10e rue télévision pour suivre ces grandes lignes d'actualité. La population congolaise reste derrière le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les efforts menés dans le but de stabiliser la République démocratique du Congo, surtout à travers la diplomatie agissante qui émane du Conseil de sécurité au vote unanime sur la levée de l'embargo en RDC. À la une également, le mort succombé de la dernière pluie ont été portés dans leur dernière demeure. Ce mercredi, le cortège funèbre a été conduit par le ministre des Affaires sociales, Solidarité nationale et Affaires coutumières au cimetière d'Elontsélé à Bambou. Voilà ce qui marque un point final à ces grandes lignes d'actualité. Plus d'amples détails à l'édition des 19h juste qui intervient dans pas longtemps. Entre-temps, continuez de suivre l'émission Grand Soir avec Désiré Wimboloa. Vous avez un numéro qui sera affiché sur le banc de vos écrans. Vous avez le droit et le devoir de réagir en direct. Posez vos questions. Juste après ceci, nous revenons vers vous. Alors sur ce plateau, nous avons un progressiste. Il est toujours, très souvent plutôt, candidat plutôt à la députation nationale, mais cette fois-là en province au Kasaï oriental justement. Lui c'est Caleb Kalala. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Merci, ça va. Comment se portent les progressistes? La famille progressiste se porte à merveille. On est bien portant. On est en train de mobiliser nos membres pour passer aux enrôlements, tel que prévu bientôt là. Et nous pensons que nous sommes en bon état et que nous attendons ces événements avec fierté pour soutenir davantage les efforts fournis par les chefs de l'État. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques. Vous êtes également avocat. Exactement. Très bien. Cette fois-ci, vous allez quand même postuler parce que les élections approchent à grands pas. Vous allez encore une fois postuler dans votre fief. Tout à fait, parce que les progressistes doivent avoir plusieurs députés, sénateurs à tous les niveaux. Et je suis mieux placé aussi pour postuler dans ma ville de Mbujimaï, au Kasaï oriental.
et nous allons bel et bien les remporter au moment venu. Il n'y a pas de doute sur ça. Avant que l'on entre dans le vif du sujet, je voudrais quand même revenir un tout petit peu sur la gestion de la province du Kassa oriental et à travers le gouverneur que vous connaissez bien. Mais on a comme l'impression que le Kassa oriental ne bouge pas. Qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Je ne suis pas aux affaires, je ne sais pas pourquoi ça ne bouge pas, mais Vous êtes acteur politique. Ça devient inquiétant parce qu'à un certain moment, on s'est dit, est-ce qu'il n'y a que les chefs de l'État qui doivent venir de lui-même pour bousculer et faire bousculer les choses? On se rend compte que à son départ ou quand il est absent, rien n'évolue presque. Et ça nous casse un peu la tête et on espère que le gouverneur de la province, avec son équipe, on ne dira jamais assez, qu'ils puissent mieux faire les choses parce que on est largement en retard et on a besoin de voir quand même cette province aussi décoller. Et ça sera un plaisir pour tout fils kassaïen qui se respecte. Très bien. Ça sera un bénéfice pour tout Kassaïen qui se respecte. Est-ce que vous êtes sûr que le chef de l'État aura une majorité écrasante, comme le disent certains, précisément en Mbuji-Mayi et puis de façon générale dans le Kassa oriental? Vous êtes sûr? Pas seulement au Kassa oriental, mais je pense sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Oui, mais déjà, le Kassaïen ne l'aime pas parce que ça ne bouge pas. Non, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi vous tirez ça d'où. Je ne sais pas, mais il est aimé, comme il est aimé partout. Même s'il n'y a rien. En RDC, il faut pas dire on n'a pas dit qu'il n'y a rien. Il y a eu quelque chose depuis que le chef de l'État est arrivé. Il y a de ces travaux qui ont pu se réaliser, mais avec lourdeur. Vous voyez, c'est ça, c'est ce qui nous inquiète. N'y a-t-il pas de moyens, n'y a-t-il pas d'efforts mis en place pour cela? C'est la question qu'on se pose. On a eu à entendre dernièrement qu'il y a eu des petits détournements gauche-droite. Je pense que le chef de l'État est au courant de tout et il en tirera les conséquences le plus vite que possible. Très bien, alors on va prendre la première thématique justement, c'est la levée de l'embargo sur la RDC. Vous le savez justement, à travers la diplomatie, la RDC n'est plus sous embargo. Et donc, Caleb Kalala, vous avez pleuré beaucoup. Quand je parle de vous, ça veut dire le gouvernement congolais, vous en tant qu'acteur politique faisant membre de l'Union sacrée, vous avez, selon certaines bouches, beaucoup pleurniché le fait que l'armée n'a pas de matériel, vous n'avez pas de moyens pour acheter le matériel parce que vous êtes sous embargo. Aujourd'hui, l'embargo vient d'être levé. Qu'est-ce qu'on peut attendre encore du gouvernement et de l'armée, les FARDC par exemple? Non, je voudrais d'abord ici féliciter les chefs de l'État, le président Félix Antoine, parce que grâce à lui, on a eu à obtenir ce qu'il y a eu des années et des années sans l'avoir. Et vous savez, beaucoup ont eu à critiquer le voyage du chef de l'État, le chef de l'État qui a pu voyager plusieurs fois. Et le commun des mortels, ne sachant pas le pourquoi, on a eu à critiquer dans tous les sens. Mais je pense que sa sagesse, comme d'habitude, a eu à nous donner des fruits. Et je suis content parce que j'ai vu nos amis même de l'opposition acclamer cela et féliciter même les chefs de l'État pour ces cas positifs. Donc on est fiers de cela, on s'en félicite ensemble, comme tout Congolais. Et nous pensons que le gouvernement ou l'armée pourra mettre cela à son profit pour maintenant faire respecter chaque kilomètre, chaque mètre de notre pays et que nos voisins ne pourront plus avoir ce courage dans les jours à venir de nous manquer du respect comme ils l'ont eu à le faire. Vous en êtes fiers que le pays soit, enfin, que cet embargo soit levé? Vous en êtes fiers? Bien évidemment, parce que il n'y a pas longtemps, vous m'avez demandé sur votre plateau si on n'avait pas des armes et autres, mais je pense qu'il n'y a plus d'arguments à donner. On pourra maximiser les moyens possibles pour avoir tout ce qu'il faut et notre armée se reverra vraiment avec une nouvelle couleur. Vous faites confiance au Conseil de sécurité des Nations Unies? Confiance ou pas, nous pensons que c'est la politique du chef de l'État qui prime et qui est en train de nous donner un peu une bonne image encore. Et je pense que le chef de l'État va aller dans le même sens pour que la RDC puisse gagner davantage. Certains Congolais pensent que il y a eu un échange qui a été fait entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et la RDC parce qu'il y a eu prolongement du mandat de la MONUSCO d'une année et de l'autre côté, le Conseil de sécurité des Nations Unies lève l'embargo.
Vous savez, la MONUSCO, il faut être réaliste. Pourtant, la MONUSCO n'est plus aimée, il faut le dire. Non, il faut être réaliste. La MONUSCO a des côtés positifs depuis qu'ils sont ici. Et il y a aussi des points qui ne sont pas corrects. N'est-ce pas pour autant que nous pourrons leur lancer des pierres à tout moment. Mais si la population a veillé à réagir dans ce sens-là, c'est parce que la MONUSCO jouait à un certain moment un rôle d'être neutre, comme s'ils étaient incapables d'y réagir. Vous voyez, c'était logique que la population puisse réagir. Mais moi, je ne suis pas dans cette philosophie-là. Moi, je pense que c'est le lobbying, c'est la politique du chef de l'État qui a eu à nous donner ces bons résultats. Et je pense qu'on ira beaucoup plus au-delà. Certains pensent que ça ne sont pas des efforts du chef de l'État, c'est plutôt la pression de la population congolaise qui ont abouti à ce résultat. Mais vous donnez tout au chef de l'État. Je pense que la population congolaise est représentée partout par le chef de l'État. Ils disent la même chose que moi. C'est les chefs de l'État qui nous représentent. Ça veut dire que la diplomatie est stérile. Mais si les chefs de l'État n'avaient pas pris ces engagements, on n'allait pas y arriver. Je pense que vous avez vu certains gestes que les chefs de l'État y ont fait. Il y a eu de ces endroits où il a saboté, où il n'a pas voulu assister. Il y a eu de ces ministres qui ont eu quand même le mot d'ordre de saboter certains trucs. Tout ça, ça ne vous dit rien. Diplomatiquement, c'est une victoire? Une très grande victoire. Même l'ennemi en face, les terroristes en face, sont secoués. Ça a quel impact sur le Rwanda, par exemple? Le Rwanda qui, vous l'avez dit l'autre fois, le Rwanda qui est soutenu par les multinationales, soutenu également par, d'ailleurs vous parliez de l'autre fois, de 20 millions d'euros financés par la France ou par l'Union européenne, justement, à l'armée rwandaise. Ça a quel impact, cette levée d'embargo sur le Rwanda, par exemple, qui est soutenu par les multinationales et l'Union européenne? Je reste convaincu que, mettons un exemple, s'il y a guerre entre ces deux pays-là, avec la situation actuelle, et si on est bien munis, je pense que le Rwanda ne fera pas face. Et je pense qu'ils le savent, et ça les inquiète pour l'instant. Ça inquiète le Rwanda? Exactement. Qui a de l'avance sur vous, toujours. L'avance en quoi? Mais les M23 se trouvent jusqu'aujourd'hui sur le sol congolais, vous oubliez ça. Je vous ai toujours dit, chaque chose a un début et une fin. Même ta propre femme à la maison, tu peux la frapper 2-3 fois, mais il y aura un jour où elle va te remettre aussi une claque. Et tu seras surpris. Et le jour où la RDC va réagir, ça sera encore une surprise. Et la réaction sera comment? Parce que diplomatiquement, vous êtes faible. On n'est pas faible, mais tu viens de nous féliciter. Oui, mais non, pas sur la levée d'embargo, mais d'abord sur les accords que vous signez avec le Rwanda. Par exemple, l'accord de Luanda, c'est un accord qui traîne jusqu'aujourd'hui. L'accord de Nairobi traîne jusqu'aujourd'hui. Plusieurs accords piétinés par le Rwanda. Vous chantez la diplomatie. Vous ne vous rendez pas compte que Kagame est en train de se retrouver seul, isolé sur la scène internationale. Comment ça? Et l'Union européenne qui le finance? Même la MONUSCO qu'on suspectait, vous avez suivi, il n'y a pas longtemps, ils ont demandé aux M23 de se retirer, de respecter tout. D'accord. Et nous leur donnons encore le temps de respecter. S'ils ne respectent pas, nous allons les affronter. C'est clair. Vous vous fiez à la sincérité de l'Union, de la MONUSCO? La MONUSCO qui vous disait il y a peu que l'armée de M23 ou les armes de M23 sont plus lourds que ceux de la MONUSCO et même de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez confiance à ceux qui vous ont dit hier que vous n'avez rien face au M23? Ils ont donné leur avis. C'était leur avis. Ils ont dit que la MONUSCO, c'est leur avis. C'est ce qu'ils ont dit. Et aujourd'hui, ils ont demandé au M23 de se retirer. C'est leur point de vue aussi. Et nous avons donné, le chef de l'État a donné la place à la diplomatie. Il a demandé que tout puisse se passer sous la voie diplomatique. Et quand cette voie n'est pas respectée, nous allons prendre nos responsabilités. Et je pense que la voie est bien tracée maintenant et nous allons prendre nos responsabilités au cas où ils ne respectaient pas. Comment vous avez trouvé la rencontre entre Félix Tshisekedi et Joe Biden? Juste après la rencontre, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui lève l'embargo. C'était un mot d'ordre de Joe Biden? La politique a ses contours qu'on ne maîtrise pas du tout en entièreté, mais je pense que c'est un grand président. Qui? Joe Biden, qui n'est pas minimisé. Qui peut avoir de l'influence sur les bonnes relations, sur les membres du Conseil de sécurité. Relations avec les chefs de l'État, avec la République démocratique du Congo, et qui cherche aussi à se faire une bonne image.
les bonnes Il relations. cherche à se donner une bonne image au sein du pays et en Afrique en entièreté. Et je pense que s'il a pris des engagements aussi en tant que pays dans ce sens-là, ça vaut la peine. Parce que le chef de l'État, n'oubliez pas, il a eu le temps à faire voir à tous ses présidents que vous soutenez tel monsieur, alors que c'est le plus mauvais. C'est lui qui tue, c'est lui qui soutient les terroristes, voilà ce qu'il fait, voilà ce qu'il fait. L'image qu'avaient peut-être d'autres pays n'en possédaient pas sur le Rwanda, je pense que le chef de l'État ou le gouvernement congolais a eu le temps de faire voir à tous ces gens-là la vraie face de ces pays. Pourquoi les membres du Conseil de sécurité ont levé cet embargo? Vous ne vous posez quand même pas des questions. Par exemple, vous en tant qu'acteur politique, vous dites le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a toujours maintenu l'embargo, mais soudainement, ils acceptent de lever cet embargo. Est-ce que ça ne vous passe pas par la tête que peut-être qu'ils ont su que la RDC bascule vers l'Union soviétique, qui est la Russie, et que nous risquons de perdre ce pays? Nous devons leur donner ce qu'ils cherchent pour les maintenir dans cette place. Et vous laissez faire aussi facilement. Ah, vous voudrez qu'on refuse la levée de cet embargo-là? On allait dire non, on refuse, ce n'est pas le moment de lever tout ça. C'est eux qui avaient pris leur décision. Bon, leur semble de lever. Vous voulez qu'on en discute? Pourquoi? Ils ont levé, nous on dit ok, c'est bon, comme vous avez levé, merci. Vous perdez d'autres alliés. Comme qui? La Russie, par exemple. La Russie a dit ça? La Russie n'a pas dit ça. On n'a pas perdu la Russie. Aucun allié n'est parti. Vous ne voyez pas qu'on vous bloque pour ne pas aller de l'autre côté? Même pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut espérer? Vous avez vu pas loin qu'hier ou avant-hier, le président de l'Assemblée nationale qui a reçu une délégation qui venait de la Russie. C'est pour vous faire voir que les relations sont correctes et parfaites. Mais non, l'achat des armes sera comment? Vous allez acheter à l'Union européenne, à la Russie, aux États-Unis, parce que hier, l'achat a été fait à la Russie. Aujourd'hui, si vous rentrez à la Russie après cette levée d'embargo, il n'y aura pas de sanctions sur la RDC? Je ne suis pas de l'armée. Je ne représente pas l'armée ici, encore moins leur porte-parole. Donc cette question, je pense que le jour où vous allez inviter le porte-parole de l'armée, il sera mieux placé pour répondre. Mais quant à moi, je me contente d'abord de cette décision prise. Et je dis bravo au chef de l'État et regardons vers l'avant. Très bien. Alors on va prendre l'autre thématique, s'il s'agit justement du Congrès qui a choisi Moïse Katumbi comme candidat président de la République aux échéances de 2023. Maître Caleb, vous avez cette fois-ci un challenger de taille devant Félix Tshisekedi. Voyez-vous, Moïse Katumbi, ça vous fait peur? Ah bon? Même pas. Rien du tout. Moïse Katumbi. Il s'agit de Moïse Katumbi. Non. Si c'était, par exemple, des élections de gouverneur ou de bourgmestre, bon, je pouvais avoir peur. Mais si c'est la présidence, même pas. Il est assis politiquement, il est assis financièrement. C'est-à-dire quoi? Il est assis... Assis politiquement, c'est-à-dire quoi? Ben, il a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Ce sont ces députés qui iront voter encore. Dans les assemblées provinciales. Ce ne sont pas ces députés qui iront voter. C'est bien, on est content de sa candidature. Voilà la démocratie, tant recherchée au pays, il est libre de postuler. On attend encore d'autres candidats, ils peuvent être à 15, 20, ça ne nous dit absolument rien. La réalité sera sur le terrain. Et vous pensez que Félix va gagner? Absolument, il va gagner. Devant Katumbi? Mais c'est visible. Face à Katumbi, Félix gagne. Face à n'importe quel Congolais. Le président Félix va gagner. Vous avez suivi le discours de Moïse Katumbi? Si, je suis. On l'a diffusé pour moi. Oui. Et il vous dit qu'il veut sauver un peuple en danger. Et ce peuple en danger fera confiance je sais pas de quel à la peuple, personne je sais pas de quel qui peuple, leur a mis en danger. Non, je ne sais pas de quel peuple il parle. Peuple congolais. Moi, je suis le peuple congolais, je ne suis pas en danger. Je suis là chez vous, je suis à l'aise, je ne suis pas en danger. Et peut-être vous, mais le petit peuple se sent peut-être en danger, non, selon Moïse Katumbi. Quand il était gouverneur, quel est ce petit peuple qu'il a sauvé? À combien plus forte raison quand tu seras président de la République? C'est bien beau de parler, mais on connaît d'où on vient et se connaît. Il vous a présenté un bilan positif
pendant qu'il était gouverneur. Il a dit que j'ai un bilan positif. Je peux postuler parce Je pense que votre chaîne, c'est une grande chaîne. Oui. Vous pouvez balader vos micros et des caméras dans la ville de Lubumbashi, juste la ville de Lubumbashi. Je ne crois pas que vous aurez 10 personnes qui pourront vous dire que son bilan était largement positif. 10 personnes. 10. Oui. Prenez Kiaboula qui est venu après lui, ce qu'il réalise, c'est formidable. Formidable. Et après les découpages, hein? Formidable. Et lui qui était là bien avant, c'était de la fumée. Arrêtons de raconter des histoires. Je pense qu'il y a des questions plus importantes que ce genre de questions. Et on va y répondre calmement. Donc la question des Katumbi ne vous intéresse pas? Non. J'ai dit s'il était, Pourtant, par exemple... l'Union sacrée a peur de Katumbi parce que maintenant là, il y a des acteurs politiques, et j'ai reçu justement des gens ici sur ce plateau qui pensent que Moïse Katumbi n'est pas congolais, il ne peut pas postuler. Ça veut dire que déjà il vous fait peur parce que vous voulez l'écarter, vous voulez l'éloigner ou le supprimer de la liste. Je vous ai dit ici qu'on pourrait avoir peur de monsieur dont vous citez. S'il était par exemple candidat bourgmestre, tout ça, là oui, on peut dire que bon, là il peut nous ravir ses postes. Bourgmestre comment? Moïse Katumbi? Oui, mais c'est mieux. Candidat bourgmestre? C'est pas mal pour lui. Comment ça? Si. Ah, vous ne savez pas qu'il y aura aussi des élections à ce niveau-là? Et lui, il doit postuler là-bas? Je lui souhaite bonne chance, ce côté-là. Peut-être. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Quelqu'un qui quitte l'Union sacrée et que ça vous bouge, vous l'envoyez. Ça bougeait qui? C'est ça ce que je ne comprends pas. Ça bougeait qui et où? Nulle part, on est là. Depuis quand il nous a dit qu'il était réellement dans l'Union sacrée, depuis quand il est parti réellement, on ne comprend pas. Vous avez ces ministres, non, à l'Union sacrée? Oui, qui sont toujours là, non? Oui. Ou qui sont partis? Qui sont toujours là. Alors donc il n'est pas parti. Oh, c'est lui qui est parti, les ministres sont restés. Voilà pourquoi je vous dis... Ils vont démissionner. Voilà pourquoi je vous dis, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Vous avez su dépocher ces députés. Non, même pas. 40 députés ont fait allégeance au chef de l'État. Les députés sont libres, indépendants de faire ce qui bon leur semble. C'est un débauchage, Non, disons-le. mais attendez. À l'époque, Joseph Kabila faisait ce genre de pratiques. Vous dénonciez à cette époque-là, en tant que progressiste, et puis l'UDPS à l'époque, vous dénonciez ce genre de pratiques, que c'est du débauchage. Aujourd'hui, vous encouragez ce que vous dénonciez hier. Non, on n'a jamais fouetté quelqu'un pour cela. On n'a jamais maudit quelqu'un pour cela. Chaque individu est libre de prendre ses décisions comme bon le semble. C'est tout. On ne force personne. On ne force personne. Comment voyez-vous le tableau 2023, par exemple? Il y en a qui pensent ou qui sont dubitatifs face à l'organisation des élections dans le délai prévu par la Constitution, tenant compte justement de contraintes présentées par la CENI lors de la publication du calendrier électoral. 1. Contraintes financières. Jusqu'aujourd'hui, la CENI n'a pas ce qu'elle cherche comme il se doit pour organiser les élections. 2. Contraintes sécuritaires. L'Est est toujours sous, bon, pas l'Est, dans l'ensemble, mais des poches de l'Est sont toujours sous la gestion du Rwanda. Vous pensez que les élections peuvent être organisées dans le délai avec toutes ces contraintes-là? Et vous êtes sûr qu'il y aura élection réellement en 2023? Je pense qu'il y aura bel et bien élection. On en dira passer. Les élections pourront bien se passer. Alors vous, le prophète des malheurs qui aimait de temps en temps tirer des points faibles, gauche-droite, pour déstabiliser les institutions, je pense que vous allez échouer. Vous parlez de nous. C'est ça votre travail, parce que vous ne parlez jamais du positif du pays. Vous aimez toujours épingler les petits points faibles. Le journaliste. Il y a ça. Mais vous, la presse. Non, mais non, on pose juste des questions, c'est à vous de répondre, et c'est tout. Oui, mais quand vous insistez trop sur ce genre de questions, alors qu'on vous le répond de temps en temps. Oui, parce que le tableau... À chaque fois, les questions reviennent. Devant vous, il y a un tableau. Le ministre des Finances a bien dit que la CENI avait déjà encaissé une grande partie d'argent. Et que la partie restante sera bel et bien libérée. Mais vous voulez toujours en faire un débat. Mais la CENI dit le contraire. Toujours un débat. La CENI dit le contraire. Mais on n'est pas encore arrivé à la date. Nous sommes appelés à confronter les faits.
le ministre des Finances nous dit qu'il a financé la CENI. La CENI dit le contraire. Je voudrais que vous puissiez m'inviter sur ces plateaux le jour où il n'y aura pas élection. Vous me dites, Maître Kalala, vous nous avez dit ça, voilà quoi. Attendons la date arrivée et vous allez poser cette question. Tant qu'on n'est pas encore arrivé, je vous dis qu'il y aura bel et bien élection. Si il y a élection en 2023, avec le bilan que Félix Tshisekedi présente aux Congolais, vous êtes sûr que Félix peut remporter les élections? Sincèrement. Mais oui. Si vous voulez, on enregistre toute une émission qu'on aille bilan par bilan ou point par point. Comme ça, vous verrez qu'est-ce qu'il a réalisé et qu'est-ce qu'il n'a pas encore réalisé. Oui, et pendant combien d'années Félix a réalisé des choses. Si vous voulez. Dites-nous quelques-uns. Demandez à votre directeur des programmes qui nous donne tous ces temps-là. Comme ça, on revient vers vous pour vous dire, regardez sur tel plan, ce qu'il a réalisé. Et avec ces projets-là, avec tout ce qu'il a à faire, vous me dites qu'il ne sera pas réélu. Dites-moi sur quel secteur vous êtes. Sur quel secteur vous êtes triste. Le secteur social, par exemple. Nous approchons les fêtes. D'ici peu, ce sont des fêtes. Oui. Vous connaissez comment les Congolais préparent leurs fêtes? Comme toujours, on les prépare et ça va bien se passer. Et ils vont bien fêter. Très bien. Il y a l'argent. Si. Vous êtes en direct. Je vous dis, tout celui qui travaille sera bien payé et chacun fêtera. Il n'y a pas de problème. Ah bon, avec quel salaire? Le président a amélioré les salaires des militaires, si vous n'avez pas suivi, et des policiers. Que vous n'avez pas suivi ça. Je vous informe. Si vous ne suivez pas les informations, moi je vous informe. Qu'il a eu à faire de bons gestes. Il a amélioré les salaires. Les fonctionnaires de l'État, on est en train d'améliorer petit à petit leurs conditions de vie. Chose qui jadis n'existait pas. Donc vous mettez de côté la famine qui gangrène dans la ville de Mbuji-Mayi. Et à Mbuji-Mayi, on est en train de vous suivre en direct. Vous serez candidat aux élections de 2023 et vous pensez que cette population qui meurt de faim à Mbuji-Mayi va vous aider avec ce discours? Non. Je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame des choses. Il n'est pas dit que Félix Tshisekedi, avant les élections, il finira la fin de tous les Congolais. Non, nous devions se dire les choses en face. Le président est en train de faire du jour au lendemain le meilleur de lui-même pour améliorer le quotidien des Congolais. Et les résultats pourront suivre. Au moins, retenons qu'hier, on n'était pas comme aujourd'hui. Ou on n'est pas comme hier, s'il faut bien le dire. Les choses s'améliorent. Et on avance. Le pourquoi de lui donner cette chance d'avoir son deuxième mandat pour bien embellir et améliorer ce qu'il a déjà commencé. Où est le péché? Nous avons investi. Vous savez qu'il a commencé ses mandats avec des embrouilles, des bruits gauche-droite. Les temps qu'il fallait faire ça, on l'embrouillait. Et c'est à peine qu'il s'est concentré. Et quand il cherche à se concentrer, les ennemis vont à l'est, commencent à tuer, ils partent vers Kwamutu là-bas, créer des choses pour distraire les gens. Et les moyens sont destinés de ce côté-là. Et en même temps, vous venez, vous nous redemandez. Il va le faire. C'est ça. Et ça va mieux s'améliorer. C'est ça la justification. Je ne justifie rien, mais je dis juste que vous nous avez fait perdre le temps, vous les jaloux, les méchants, qui ne voulaient pas que le Congo puisse décoller. Vous nous avez fait perdre du temps, mais Dieu merci, on va vous neutraliser et on va bien relancer encore les choses. Nous avons 26 provinces. D'ailleurs, les gouverneurs vont se retrouver, on va aussi en parler. Non, se sont retrouvés parce que le chef de l'État s'est rendu là-bas aujourd'hui. Nous avons 26 provinces justement. Dans les 26 provinces, quelle est la province que vous pensez que les choses bougent et que la population est en liesse socialement? Vous voudrez que je puisse citer les provinces? Ah oui, non. Pas beaucoup, ne fût-ce que deux. Okay. On vous suit. Merci. Je vous cite le Kasaï. Quel Kasaï? Le grand Kasaï, parce qu'il y a 3 Kasaï. Kasaï oriental, le Kasaï occidental et le Kasaï. Je vous cite le Kasaï occidental dans l'ancienne appellation. Le Kasaï occidental. Je vous cite le Bombashi et le Katanga. Je vous cite les Lualaba. Je suis déjà 3. Que j'ajoute? Les choses bougent
au Kassa occidental, les choses bougent au Katanga, vous avez parlé de Haut-Katanga, et puis le Lualaba. Oui. Vous avez dit 2, mais moi j'ai cité 3. Si vous voulez, j'ajoute 4. Alors, j'attends les messages, justement, des habitants du Lualaba. J'attends les messages des habitants du Kassa occidental et puis le Haut-Katanga. Réagissez en direct, les questions lui seront posées. Sur le plan sécuritaire, vous donnez à Félix Tshisekedi combien sur, si on peut évaluer la sécurité intérieure, par exemple, du temps de Félix Tshisekedi avec cet état de siège qui est jusqu'aujourd'hui dans les deux provinces, notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Sur le plan sécuritaire, est-ce que vous pensez qu'il a un bilan à présenter à la population congolaise en 2023 pour qu'il soit réélu? Bien évidemment. Je lui donne 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Il lui manque 2,5 pour faire le maximum. En fonction de quoi? Mais il ne faudra pas dire tout simplement. Il est en train de nettoyer l'armée. Il y a eu trop des intrus au sein de l'armée. Il est en train de les nettoyer sérieusement. Et vous avez vu qu'on respire. Il a amélioré leurs conditions de vie, petit à petit. Les militaires. Les militaires. Vous verrez qu'il a construit des camps, des maisons, tout ça, pour qu'ils puissent bien vivre. Les militaires vous suivent? Si, je l'ai dit. Et ils le savent. Donc ça, c'est à mettre à son actif. Et c'est encourageable. Voilà pourquoi, sur le plan sécuritaire, je lui donne 7,5 sur 10. Et j'espère que dans les années à venir, au-delà de 2023, il pourra faire l'effort que cette guerre qui est à l'Est puisse complètement finir, que les voisins qui sont en train de faire leur introduction dans notre armée n'auront plus cet accès-là, ça sera bouché complètement, et voilà, on se réveillera un bon matin, notre armée qui appartiendra qu'aux Congolais eux-mêmes, et qui sera l'armée la plus forte avantage, comme jadis. Sur les plans éducatifs? Sur le plan éducationnel, je pense que, n'en parlons pas, il y a plusieurs écoles qui ont été réfectionnées et construites, et plusieurs provinces où il y a eu des écoles, et je pense que c'était la meilleure des choses. Il y a eu la gratuité de l'enseignement, qui est palpable, et chose qu'on a connue presque pas, pour plusieurs générations, et je pense que ce côté-là, il n'y a pas photocopie, il n'y a même pas de débat. Normalement, vous deviez les acclamer pour lui. En Boujma, la gratuité marche comme il se doit? Exactement. Il a construit, il a réfectionné des écoles. Ça, c'est palpable et visible. Et les enfants partent à l'école sans problème. Si vous en avez 2, vous pouvez envoyer en Boujma, ils vont étudier sans problème. Je vous pose une question particulière. Okay. Vous, en tant que leader en Boujma, par exemple, qu'avez-vous fait pour que cette population vous fasse confiance en 2023? Vous? Moi, individu, oui. Maître Caleb vous êtes candidat. Vous avez dit que vous êtes candidat en 2023. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous avez déjà apporté à la population de Mboujima, et par exemple, pour qu'ils fassent confiance? Vous savez, au niveau de la province, si on a une grande partie des amis qui nous font confiance, c'est parce que nous avons amené une autre politique. Nous avions dit à la population kassaïenne qu'il faut éviter des discours de tous ces vieux qui viennent vous tromper avec des polos, qui vous amènent de 3 000 et 5 000 francs. Et après, lorsque vous leur donnez de voix, personne ne reviendra pour vous écouter. Nous faisons la politique autrement, c'est-à-dire que nous invitons les jeunes mamans, les jeunes messieurs et les jeunes cadres qui ont peut-être étudié ou pas. Vous pouvez être handicapé, vous pouvez être aveugle, mais nous discutons avec vous en face, au niveau de notre parti. Nous vous disons, mais quel est le travail que toi tu peux faire pour que tu aies des sous qui peuvent t'aider à nourrir ta famille. Et je donne l'exemple des mamans qui viennent dans la commune de Bipembala, par exemple, qui te disent, bon non, Maître Kalala, moi si vous me payez juste 2 sacs de braise, je vais faire mes affaires tranquillement et vous ne me verrez jamais aller traîner devant un candidat ou un parti politique pour demander 2 000 ou 2 000 francs.
Ah bon? Ok, ça fait combien? On t'enregistre au niveau du parti. Je vous donne juste un exemple. Oui. On vous enregistre au niveau du parti. Le parti se débrouille via Maître Caleb Kalala pour trouver les moyens et on vous recontacte, on vous dit prenez le fonds. D'accord. Travailler. Vous avez déjà fait ça? C'est palpable. Je vais vous inviter, si vous voulez, au On mois de vous suit janvier. à partir des Mbuji-Mayi. Vous allez venir et vous verrez que nous aidons des jeunes gens comme ça. Et c'est connu, c'est comme ça que nous évoluons. Et vous verrez que les jeunes gens sont occupés grâce à ces initiatives Très bien. amenées par nous. Très bien. Alors, je vais lire quelques messages, justement, et puis on va prendre la dernière thématique pour finir l'émission. Mais à la fin, vous allez justement nous donner vos perspectives d'avenir sur votre candidature. Est-ce que votre invité peut donner une preuve pour le Kasaï occidental? Kasaï occidental. Bon, vous n'avez pas signé votre message, il faut signer le message. Ndeko journaliste, Tounaye pour la province du Bazouélé. Bon, il n'a pas cité les provinces Bazouélé. Je reste sur les provinces. Bonsoir les journalistes. Ce monsieur devant vous, non, c'est méchant. Les SMS qui ne sont pas élégants, je ne lirai pas. La sécurité de l'Est est pitopard. Ça veut dire quoi pitopard? Et pitopard, car les militaires sont devenus des grands exploitants des minerais. Ah, il nous suit depuis l'Itourie. Salut mon émission, je vous salue et je vous suis depuis le Lualaba. C'est moi Faya. Une question à notre invité. Dans la commune des Manika, il peut citer combien de choses construites dans ce mandat? Ça, c'est un téléspectateur depuis le Lualaba. Alors, on va prendre la dernière thématique, justement. Nous avons plusieurs messages, mais je ne saurais pas lire tous les messages, mais je vais lire quelques messages à la fin. Le congrès, non, pas le congrès, mais plutôt la 9e conférence des gouverneurs qui s'organise à l'Équateur, précisément à Mbandaka, où le chef de l'État s'est rendu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette 9e conférence? Voilà pourquoi l'importance de ces congrès. C'est pour répondre à nos amis qui sont en province, qui sont en train de se soucier. Parce que les gouverneurs sont les représentants des chefs de l'État. Je pense que le chef de l'État leur avait dit la fois dernière, et il pourra encore leur répéter, et que les gouverneurs doivent toujours faire mieux pour leur province. Et nous sommes en train de palper cela. Il y a de ces provinces qui sont en train de donner bonne image. Je suis en train de parler, par exemple, de l'ami de Bazouélé qui vous a écrit. Malheureusement, le message, il n'a pas signé. Mais je pense que s'il y a une province qui a de l'avenir, c'est le Bazouélé. Ah oui. Dans les années qui s'approchent. Pourquoi? Donc, je pense qu'ils ont connu trop de problèmes. Mais le Bazouélé, c'est une province qui est pleinement riche et je pense qu'ils pourront récolter de leurs richesses dans les années à venir. Et c'est l'avantage d'avoir de bons gouverneurs au sein des provinces et j'espère qu'ils ont un gouverneur, pas j'espère, mais je le confirme, qui est, gouverneur, justement. Qui est bien positionné et qui sait ce qu'il faut faire pour sa province. Donc si nous-mêmes, nous ne prenons pas nos responsabilités, personne ne viendra le faire pour nous. Et je pense aussi, c'est ça les bons côtés de ces congrès où que le chef de l'État... Mais la conférence des gouverneurs, on a comme l'impression que ceux qui sont réunis là, selon certaines bouches, ce sont ceux qui ne représentent même pas les désidérata, qui n'apportent pas ou qui ne portent pas les désidérata de leur coin, mais qui se retrouvent autour du chef de l'État pour rien, sans programme, sans quoi. Plusieurs provinces, par exemple ici, je vois M. Boniface Yamba qui nous regarde depuis la province de Tanganyika et qui pose la question de savoir peut-il nous répondre avec des faits concrets ce que Félix Tshisekedi a fait déjà dans les Tanganyika. Ça veut dire qu'il y a des provinces qui ne bougent pas. Mais ah bon, les messages sont là. Ça c'est grave. S'il peut nous répondre, je ne sais pas s'il habite exactement à quel côté, mais si vous voyez les Tanganyika, ce n'est pas les Tanganyika d'hier. Ah oui. Mais je suis étonné qu'il puisse dire ça. Vous y étiez?
Également. Exactement. Je suis étonné qu'il puisse dire ça. Je ne sais pas si réellement il est là ou il est en dehors du pays, mais il parle au nom de sa province d'origine. Notre ami qui a parlé de Lolaba, je pense qu'il est natif de là. Il a vu ce que la province a eu à connaître. Les changements de gouverneurs et tout ça. Il y a eu des difficultés à un certain moment, mais je visitais le Lolaba plusieurs fois. J'ai vu combien la dame a eu à réaliser Fifi comme Masuka. travail. Et elle est en train de réaliser, elle est à féliciter. Sur ces points-là, je pense qu'on ne peut pas en douter. C'est vrai qu'on ne peut pas tout finir dans une année ou au même mois. On ne peut pas faire toutes les routes ou bien embellir toute la ville immédiatement, mais on y va étape par étape et je pense qu'ils seront satisfaits. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette conférence? Est-ce que les directives qui seront données par le chef de l'État seront respectées? Ils sont dans l'obligation de respecter, mais moi j'attends beaucoup plus du chef de l'État qui puisse leur demander de faire mieux, qu'ils évitent d'être énaillés ou à tout moment d'être dans la capitale ou soit être en dehors du pays comme on les constate chez d'autres gouverneurs, mais beaucoup plus se concentrer pour les provinces parce que à la fin c'est le chef de l'État qui pourra répondre. Alors s'ils ne savent pas rendre bon service au chef de l'État, je pense qu'il mieux vaut se débarrasser de ces fonctions parce que nous avons besoin de bons résultats pour que les chefs de l'État puissent se sentir davantage respectés et aimés. Beaucoup plutôt de gouverneurs qui sont là ne sont plus aimés par la population. Ben, je prends le cas de Sud Kivu par exemple, où le gouverneur est presque vomu par tout le monde, mais parce qu'il a adhéré à l'UDPS, il doit être maintenu et il est là. La population l'a déjà vomu, l'Assemblée provinciale l'a déjà injecté, mais il est là parce qu'il fait partie de l'UDPS et il est d'ailleurs allé à la conférence en Bandaka. Est-ce que c'est la représentation de cette population, par exemple, du Sud Kivu? Bon, personnellement, je n'ai pas vu les images où la population a eu à vomir le gouverneur, mais tout ce que je sais, c'est que les députés au niveau de la province ont eu à se débarrasser de lui. Et malheureusement, là où ça fait aussi mal, à un certain moment, on a vu les députés au niveau de la province qui ont voulu faire ces petits jeux, leur rythme. À tout moment, il faut se débarrasser des gouverneurs. Ce sont des choses qui handicapent les provinces, ça nous retarde. Et quand vous allez entrer dans le vrai fond du dossier, vous verrez que c'est un problème d'argent, il y a eu des disputes entre tel et tel, et par conséquent, on veut la tête du gouverneur. Je pense que le chef de l'État n'est pas négligent sur des points sensibles comme cela. Et s'il faut recadrer les choses, il ne va pas tarder à les recadrer. Très bien. Et s'il y a du calme, je pense que ça a été déjà recadré de la belle manière. Je vous donne 3 minutes. Expliquez à votre base, qui est à Mbujimaï, dans le Kasaï oriental, occidental plutôt. Oriental, ah voilà. Dans le Kasaï oriental, dites-leur ce que vous comptez faire d'ici 2023 pour qu'ils vous fassent confiance et vous votez. Plutôt, dire à ma base, dire aux habitants de la ville de Mbujimaï et du Kasaï oriental en général, que moi je ne suis pas là pour venir réaliser des choses ou vous promettre des choses. Mais moi je suis là pour faire orienter peut-être la province autrement, pour aider la ville de bien évoluer en proposant mieux que ceux qui nous ont précédés. Je ne suis pas là pour leur promettre que je vous ferai ça, non, mais ça fait partie de la bonne foi que je peux avoir pour réaliser certaines choses. Mais s'il faut aider les jeunes gens comme moi, je leur demande au moment opportun de nous soutenir, pas seulement la personne de Caleb Kalala que je suis, mais de soutenir les jeunes qui peuvent faire mieux que tous ces caciques, que tous ces aînés qui nous ont embrouillés, qui ont eu assez de moyens, mais qui n'ont même pas eu l'idée de construire une école, par exemple, au niveau de la province, qui n'ont pas eu à venir nous faire même simple maternité pour que nos mamans puissent accoucher, parce que vous avez eu des moyens. Ce sont ces genres de personnes qu'il faut s'en débarrasser. Bien évidemment, ce n'est pas leur travail, mais nous implorons la bonne foi de leur côté pour soulager, et c'est ça, aider aussi les autres. Voilà ce que moi je leur demande.
je ne fais pas des promesses. Je ne veux pas venir pour vous dire que je vais réaliser ça, non. Mais je veux juste qu'on change des idées au niveau de la province. Nous devons avoir des vrais représentants qui pourront faire mieux pour que la population puisse bien vivre au quotidien. Les progressistes qui sont en Mbuji-Mayi, vous leur dites quoi? Progressistes. Progressistes, ils le savent, pas seulement dans la ville de Mbuji-Mayi, mais partout en République démocratique du Congo. C'est un parti national. Et à l'extérieur. C'est une plateforme nationale. La plateforme, oui, elle est bien dirigée par l'excellent Sami Badi Bangantita, qui, dans quelques jours, pourra fouler ses pieds au Kassai oriental pour venir s'enrôler massivement avec la population et rester quelque temps avec eux, comme il a toujours fait. Et je pense qu'ils savent déjà comment nous fonctionnons et nous pouvons que leur souhaiter une bonne et heureuse année 2023 qui pointe à l'horizon et que le bon Dieu puisse les assister partout où ils se trouvent. Vous avez un candidat président dans les progressistes. Vous soutenez qui? Oui, on a un candidat. Vous soutenez qui? Fatou Béton. Tu connais ça? Merci, nous sommes à la fin de l'émission. Déjà? Oui. Ok. Merci d'être passé. Merci à vous. Vous avez un dernier mot? Vous avez encore à dire? Vous dire merci pour pour l'invitation. Merci à toute la famille de notre plateforme Les Progressistes. Merci à mon parti politique, bien évidemment, à la Ligue pour l'émergence et la démocratie, la LED. Je salue le président Guy Didier Kitambo en passant. Et merci à tous les Congolais qui nous ont eu à nous suivre. Et je leur demande d'avoir l'amour en lieu et place de la haine. Nous sommes là, c'est pour aider la République démocratique du Congo à aller de l'avant. Et non à ne pas s'aimer, à créer des divisions et d'autres conflits qui ne sont pas très nécessaires pour nous. Voilà le message que je peux leur donner, tout en souhaitant également à toute la République démocratique du Congo et ses habitants une bonne et heureuse année 2023. Et pourquoi pas à vous. Merci beaucoup. Merci Maître Kalala. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint en charge des questions juridiques de progressistes. Vous êtes également avocat. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde et partout. Restez branchés pour la suite des programmes. Le journal, c'est dans quelques instants avec Ingrid Kitalungo. Bienvenue dans Cotec Print. Je veux le meilleur avec foi. Je sais que 2023 sera une année remplie de